Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue au Collège de France pour cette série de séminaires sur le cycle de l'eau et le climat. Un colloque qui va nous prendre toute la journée, donc qui sera tout en français, contrairement à d'autres colloques dans le passé. Donc nous allons voir plusieurs aspects. J'ai invité des collègues en fait, qui viennent d'un peu partout en France et aussi à l'étranger. Et qui nous parleront de divers aspects justement du cycle de l'eau dans différentes régions, à la fois pour des périodes récentes et sur le présent. Donc nous entendrons juste après moi Françoise Vimeux qui nous vient du LSCE, Marielle Gosset qui vient de Géosciences Toulouse, Jean-François Créteau qui nous vient aussi du Légos, Annie Cazenave cet après-midi, suivi de Stéphane Calment, et un invité qui nous vient en fait du Chili, Rodrigo Abarca del Rio, qui m'a aidé justement aussi à concevoir ce colloque, Agnès Ducharne, et on clôturera avec Guylain de Marcilly. Alors ma tâche ce matin, en fait, c'est de vous faire brosser un tableau un peu général et vous donner quelques perspectives, je dirais, sur le long terme. J'ai intitulé ça « Perspective paléoclimatique sur l'importance du cycle de l'eau », mais je suis obligé, en fait, c'est ma tâche, en fait, de vous donner voilà, cette représentation classique du cycle de l'eau qui vous montre, en fait, que le cycle de l'eau, il est partie intégrante, en fait, du système climatique. Il est caractérisé par des réservoirs qui ont des tailles très différentes, au point de vue taille exprimée en pourcentage de l'eau sur Terre. En particulier, les océans contiennent plus de 97% de l'eau. À l'autre bout du spectre, on a l'atmosphère qui contient une partie infime de l'eau, de ce cycle de l'eau. On a des lacs, des glaciers et des calottes de glace qui représentent à peu près 2%. Des eaux souterraines qui sont importantes aussi, souvent oubliées, dont nous parlerons aujourd'hui, en particulier l'après-midi. Et de nombreux échanges entre ces différents réservoirs, des échanges qui sont très intenses, en particulier entre l'océan et l'atmosphère, qui font que finalement le temps de résidence d'une molécule d'eau, le temps de résidence de l'eau atmosphérique est de moins de 10 jours. Donc on a un cycle incessant. Et un autre paramètre important dès le début à bien avoir en tête, en fait, c'est que l'eau atmosphérique va pouvoir augmenter si l'on chauffe. Donc, c'est directement lié à la pression de vapeur saturante et à la relation de Clausius-Clapeyron qui nous dit que, approximativement, dans nos conditions, on augmente à peu près de 7% la vapeur d'eau pour chaque degré Celsius d'augmentation de température. Donc, un paramètre qui est important, en particulier, comme nous le verrons, dans le contexte de réchauffement mondial. L'autre paramètre important à avoir en tête, c'est que l'eau, la vapeur d'eau en particulier, absorbe en fait les infrarouges. C'est le principal gaz en fait à effet de serre de l'atmosphère, responsable pratiquement des 2/3 pour, en moyenne, une atmosphère sèche, un ciel clair. On considère à peu près que pratiquement 2/3 de l'effet de serre est dû à la molécule d'eau. C'est plus du double en fait de ce que donne le gaz carbonique. Mais encore une fois, vu le temps de résidence, en fait, la vapeur d'eau constitue finalement un amplificateur puissant justement de toute variation du gaz carbonique, en particulier des variations qui sont liées à l'homme, les injections de gaz carbonique d'origine fossile. Donc l'autre élément de contexte de départ, qui est très simple, est le fait qu'on observe depuis plus d'un siècle un réchauffement mondial qui ne fait plus l'objet de débat sur le fait qu'il y a une anomalie de température. Ici, vous avez sur la partie gauche de ce diagramme, en fonction du temps, depuis le début du XXe siècle jusqu'à ici 2020, l'augmentation de température en fait, qui a été compilée à partir des données météorologiques par différents groupes. Bon, encore une fois, c'est une courbe qui est extrêmement simplifiée puisqu'il s'agit d'une courbe mondiale, mais quand on veut simplifier à l'extrême, eh bien, on a besoin comme ça de courbes à l'échelle mondiale. Donc on voit effectivement que en particulier depuis 50 ans, on a une augmentation de température qui est de l'ordre de 1 degré Celsius. Pour voir plus loin, en particulier dans le futur, on est obligé d'utiliser des modèles numériques, des modèles climatiques. Donc ici, une petite représentation. À chaque fois que vous verrez cette petite représentation, ça veut dire que ce que je montre est issu de modélisation.
Ici, vous avez juste une compilation, en fait, un rappel, à la fois du fait que les modèles sur le dernier siècle arrivent à simuler, à comprendre, en tenant compte justement des différentes perturbations radiatives, en particulier celle du gaz carbonique, l'augmentation de température des derniers 50 ans et du dernier siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils permettent aussi de faire des projections, en particulier à l'échéance 2100, et ces projections, bien évidemment, dépendent aussi de nos émissions. Donc ici, j'ai représenté un diagramme très simplifié qui est issu de beaucoup de modélisations. Ici, il y a une quarantaine de modélisations pour ce scénario pessimiste ou réaliste, c'est selon, qui converge vers un équivalent en P de CO2 à la fin du siècle de l'ordre de 940 ppm. Et le scénario optimiste ou quasiment utopique, vu qu'aujourd'hui on est à 400 ppm, plus de 400 ppm, un scénario optimiste avec une limitation de l'effet de température, donc deux scénarios qui sont très distincts, et donc on a une variation entre pratiquement 1 degré jusqu'à 4 degrés à l'échelle de la planète pour ce réchauffement. Alors encore une fois, comme à cause justement de cette pression de vapeur saturante et de l'augmentation de température, on s'attend à avoir beaucoup plus d'eau dans l'atmosphère, en particulier, mais encore une fois, il y a des rétroactions qui vont dans l'autre sens, en particulier quand on augmente la teneur en vapeur d'eau, eh bien, il y aura précipitation. Donc en fait, les changements hydrologiques vont être beaucoup plus compliqués qu'une stricte application de la loi de Clausius-Clapeyron sur ces changements de température. On en veut pour preuve en particulier que sur les derniers 50 ans ou le dernier siècle, on a des données cartographiées, spatialisées. Encore une fois, il s'agit finalement de la même représentation que ce que j'ai montré avec une courbe mondiale sur un siècle. Ici, vous avez les augmentations de température, les tendances sur le siècle à gauche, qui montrent que pratiquement partout, il y a eu un réchauffement significatif sur le dernier siècle. Et sur la partie droite, en fait, ici, pour un calcul, parce que les données manquent, en fait, pour la première partie du siècle, des données focalisées sur les derniers 60 ans, on a, pour les spatialiser, les différents changements des précipitations, donc des pluies, exprimées ici en tendance, en millimètres par an, par décennie. On voit qu'il y a des zones en fait qui sont devenues plus arrosées, qui sont représentées ici en bleu, elles sont plus ou moins significatives, et des zones qui se sont asséchées, qui sont représentées ici en brun. Donc on voit qu'il y a effectivement une corrélation. On a un cycle hydrologique qui suit finalement le changement climatique, le réchauffement mondial, mais on a des variations qui sont très spatialisées avec des signes qui changent. On a des zones qui vont être plus arrosées et des zones qui vont être moins arrosées. Donc ça, c'est une cartographie qui est fondée essentiellement sur des données de pluviomètres. Alors dans l'océan, on a moins de données directes, mais il y a un indicateur finalement qui intègre très bien. Ce sont les salinités. Et depuis maintenant 50 ans, on arrive à voir en fait que les salinités de l'océan ont évolué et que c'est vraiment un signe, un des meilleurs signes, un des meilleurs indicateurs de l'augmentation, de la perturbation finalement du cycle de l'eau à l'échelle de la planète. Ici, vous avez sur la partie du haut justement la climatologie, les salinités moyennes de surface avec des maxima et des minima qui dépendent des échanges avec l'atmosphère et de la circulation. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement classique. Et la partie du bas représente en fait les changements de la salinité, le delta de salinité, exprimé en pour 1000 ou en unité de salinité actuelle, sur 50 ans. Et ce que l'on voit globalement, c'est qu'il y a eu effectivement des changements significatifs, des zones qui sont devenues plus salées, qui sont représentées ici en rouge, des zones qui sont devenues moins salées. Et globalement, quand on regarde les deux cartes, elles se ressemblent, et ça veut dire en fait que les contrastes se sont amplifiés. On a des zones qui étaient déjà salées, qui sont devenues encore plus salées, et des zones dessalées, en particulier, on voit le Nord-Pacifique qui a diminué encore en salinité. Donc on a des contrastes qui finalement augmentent. C'est quelque chose qu'on peut regarder aussi en fonction de la profondeur. Donc ici, vous avez un peu issu des mêmes données, une cartographie en fonction de la profondeur intégrée sur l'océan mondial. Alors on peut regarder effectivement océan par océan, bassin par bassin, mais là ça a un intérêt effectivement aussi de regarder en fonction de la profondeur ou des décibars
pratiquement la même chose. En fonction des latitudes sud et nord, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on a non seulement en surface une évolution de désalinité, donc on voit que les zones subtropicales ont augmenté en salinité alors que les zones à haute latitude ont diminué, mais on voit aussi des motifs tout à fait caractéristiques avec un dessalement finalement ici des eaux antarctiques intermédiaires, donc des choses qui deviennent très cohérentes, et tout cela a été étudié aussi avec des modèles et autres, et finalement la signature d'une intensification du cycle hydrologique avec un transfert net d'eau des tropiques jusqu'aux hautes latitudes. Donc des données finalement sur le dernier siècle, sur les derniers 50 ans, qui sont très significatives. Alors il est possible, c'est aussi pratique, de regarder cette corrélation entre réchauffement et changement du cycle hydrologique en montrant directement, en faisant un calcul d'indicateurs, en représentant finalement le gradient entre les zones les plus salées et les zones les moins salées dans l'océan. Ce que l'on voit, c'est que ce gradient de salinité a augmenté pendant les derniers 50 ans, et bon, globalement, c'est quelque chose qui suit le réchauffement océanique, que l'on voit, caractérise encore mieux en représentant le stockage de la chaleur dans l'océan, puisque c'est essentiellement là où le stockage de la chaleur se fait. Plus de 95% de la chaleur est maintenant stockée dans l'océan, ici exprimée en zétajoules. Donc Annie Cazenave en parlera de façon bien plus détaillée et plus savante que moi, mais on a globalement une corrélation entre les deux. Donc on voit qu'il y a effectivement un cycle hydrologique qui est perturbé. Alors il est très clair qu'on s'attend pour le futur à avoir des choses similaires, et encore une fois, on est obligé d'utiliser des modèles climatiques qui permettent de se projeter dans l'avenir, de faire des prévisions entre guillemets pour ce qui va se passer à la fin du siècle. Ici, j'ai représenté, pour les besoins pratiques, j'ai représenté essentiellement les cartographies de fin de siècle compilées avec beaucoup de modèles ici par le GIEC en 2013 pour le scénario pessimiste. Encore une fois, les motifs seraient les mêmes pour les autres scénarios. L'important, c'est justement de voir que globalement, ici, on a un réchauffement partout, plus intense sur les continents, mais globalement, toutes les tendances sont significatives, avec des changements de température qui sont très conséquents. Mais par contre, quand on regarde la carte équivalente obtenue avec les mêmes modèles des précipitations, on voit qu'il y a certaines zones qui vont être plus arrosées, en particulier à haute latitude, des zones qui vont être moins arrosées, qui s'assèchent. Donc on retrouve finalement les motifs que l'on a vus sur le dernier siècle, donc une continuation, et globalement, pour faire simple, on a un creusement des contrastes. Les zones qui sont déjà arrosées vont avoir tendance à avoir plus de pluie, et les zones les plus sèches vont effectivement subir des sécheresses encore plus importantes. Donc alors les modélisateurs ont regardé un peu finement ce qui se passait dans leur modèle, et de façon assez cohérente, il y a des choses qui restent finalement dans toutes les modélisations, en particulier le fait qu'il y a une expansion vers le nord des cellules de Hadley, en particulier des branches descendantes, celles qui assèchent finalement les zones désertiques subtropicales, et qui se retrouvent finalement en fin de siècle beaucoup plus sèches ici, et un climat qui va être beaucoup plus humide à haute latitude et aussi sur la zone équatoriale. Alors on peut aussi regarder, c'est ça qui nous intéresse plus proche de chez nous, à ce qui va se passer autour de l'Europe. Ici, encore une fois, l'équivalent, un zoom sur la partie européenne des cartographies compilées d'une trentaine de modélisations pour la moyenne annuelle ici. Donc on voit une carte qui finalement est toute rouge, avec en particulier ce contraste océan-continent qui est très marqué, et on voit aussi une perturbation absolument majeure du cycle hydrologique, des pluies en particulier, exprimées ici en pourcentage, soit en plus, soit en moins. Donc on voit très clairement que le nord de l'Europe va avoir plus de précipitations, que le sud de l'Europe va avoir moins de précipitations. Tout le problème est de savoir ce qui se passe dans la zone frontière, avec les hachures, enfin les fiertés, là, représentent le fait que les modèles ne sont pas tous en accord sur la zone de frontière, mais il est très clair qu'on a un gradient, et c'est des choses qui sont confirmées par les dernières modélisations. Alors, tout cela est effectivement inquiétant pour l'avenir. J'aurais pu vous présenter les autres scénarios pessimistes, enfin optimistes ou autres. Les motifs régionaux sont quasiment les mêmes. Bien évidemment, les pourcentages vont varier, mais on retrouve finalement cette constante des contrastes qui vont augmenter, que l'on voit donc sur le dernier siècle.
Alors il est intéressant aussi d'avoir une vue un peu plus à long terme pour voir si ces phénomènes, là il est très clairement lié au fait que l'on a un gaz carbonique qui va être plus important, donc un effet de serre qui va être amplifié par l'eau atmosphérique, mais il est important aussi de regarder le climat naturel, les fluctuations climatiques naturelles, en particulier en regardant des archives paléoclimatiques avec des résolutions fortes. En paléoclimatologie, nous pouvons travailler avec quelques archives qui permettent des résolutions mensuelles à décennales. On peut citer en particulier les cernes d'arbres, qui sont très utilisées dans certaines conditions sur les continents, qui permettent de remonter loin dans le temps, mais en particulier sur le dernier millénaire, comme nous le verrons. On fait feu de tout bois en paléoclimatologie. Quand on est au pôle, il n'y a pas d'arbres, donc on va être obligé d'utiliser des carottes de glace, à la fois au Groenland et en Antarctique, et dans les glaciers de montagne. Beaucoup de recherches ont été réalisées grâce à des sédiments lacustres et marins qui peuvent avoir des résolutions fines aussi. De plus en plus, les stalagmites, en particulier pour les problèmes d'hydrologie, sont utilisés depuis quelques années, notamment parce qu'ils peuvent être très bien datés avec des techniques de datation radiochronologique, l'uranium-thorium, pour ne pas le nommer, qui permettent d'avoir des datations absolument fantastiques. Bien évidemment, les autres types d'archives peuvent permettre d'aller jusqu'à la résolution annuelle si on peut compter des varves, des lamines annuelles. Mais ce n'est pas le cas de toutes les archives. Donc les carottes de glace, les coraux aussi, les coraux en particulier massifs permettent de remonter dans le temps avec une résolution annuelle. Ici, il s'agit d'un corail des Fidji qui fait plusieurs mètres, donc plusieurs siècles, et en découpant le corail, on peut retrouver, comme dans les cernes d'arbres, des bandes annuelles en faisant des radiographies. Certains mollusques, de façon assez surprenante, peuvent vivre très longtemps. Ici, c'est un mollusque qui vit en Islande, qui vit plus de 500 ans. Donc, c'est l'animal qui peut vivre le plus longtemps. Par analyse des différents cernes de croissance de ces mollusques, on arrive, en faisant de la chimie isotopique aussi, donc on ne regarde pas uniquement l'épaisseur, mais on peut aller très loin dans les analyses, soit de la chimie organique, soit de la chimie inorganique, soit de la chimie isotopique. On peut effectivement reconstituer, grâce à des indicateurs, les conditions à la fois thermiques et hydrologiques. Alors, ces indicateurs, je ne vais absolument pas les détailler. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 30 ans, en fait, il y a toute une communauté de paléoclimatologie qui fait effectivement feu de tout bois en collectant des archives un peu partout. Et de plus en plus, maintenant, on a besoin finalement de synthèse de toutes ces informations disséminées dans la littérature avec différents indicateurs. Donc, c'est effroyablement compliqué. Des systèmes de datation qui peuvent être différents ici. Et depuis quelques années maintenant, un programme international, PADGES2K, permet justement de compiler, pratiquement maintenant on a plus de 1000 séries climatiques, en particulier sur les 2 derniers millénaires. Donc ici vous avez des séries, ce qui est représenté en haut c'est la carte, où on localise les différentes archives qui sont utilisées pour la compilation qui avait été publiée en 2017, avec différentes archives, des coraux dans les océans, des glaces, ici en bleu pour le Groenland et l'Antarctique, mais pas que, d'autres types d'archives, des sédiments de lacs en particulier. Alors, les résolutions ne sont pas les mêmes. Ici, vous avez une cartographie, justement, qui vous montre la résolution différente de ces archives. On peut aller jusqu'à des résolutions mensuelles pour les coraux et des résolutions qui ne vont être que de l'ordre de la décennie ou du siècle pour certains sédiments lacustres lorsqu'il n'y a pas de lamines annuelles. Donc une complexité. Alors encore une fois, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais on est obligé de faire avec. Il n'y a pas plus de données climatiques utilisables. On peut faire beaucoup de jeux statistiques sur ces données, éliminer tel ou tel type d'archive, tel ou tel indicateur géochimique. Le résultat final est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que depuis des années, lorsqu'on fait une compilation sur 2000 ans, ici ce que je vous présente, là, c'est la compilation à l'échelle globale de l'anomalie de température sur la période historique, avec ici une échelle approximative de température de moins 0,4 jusqu'à 0,2, donc il s'agit d'une anomalie de température par rapport à l'actuelle. Ce qui est représenté en haut, c'est historiquement d'autres compilations qui avaient été effectuées essentiellement pour l'hémisphère nord. Donc on retrouve finalement les mêmes ingrédients
D'une part, le fait que les changements de température pendant cette période historique sont relativement faibles, tout se joue même pas dans 1 degré Celsius, et on retrouve aussi en particulier une période un peu plus froide, de petit âge glaciaire, et quand on se concentre en particulier dans l'hémisphère nord, on retrouve aussi un optimum médiéval qui est relativement marqué. Alors suivant les différents auteurs, ça ne va pas être exactement la même amplitude, mais on retrouve finalement des constantes. Et là, il s'agit effectivement des anomalies de température, donc encore une fois, une amplitude qui est relativement faible, et on peut essayer de comprendre grâce au modèle. Donc c'est quelque chose, c'est un jeu qui a commencé depuis assez longtemps, depuis les années 2000, d'essayer de comparer les données elles-mêmes, les anomalies de température. Ici, il s'agit d'un diagramme qui avait été publié pour le GIEC de 2007. Ce qui est représenté en gris ou en noir, ce sont les anomalies de température des données, c'est chose que je vous ai montré avant. Donc on voit encore une fois un changement de température qui est relativement peu marqué, de l'ordre de maximum 1 degré entre la période de l'optimum médiéval et le petit âge glaciaire, et une augmentation de température pour le dernier siècle qui est beaucoup plus marquée. Et en comparaison, c'est ça qui est important, on essaye de comprendre, eh bien, il est possible d'utiliser les mêmes modèles que ceux qui sont utilisés pour les projections dans le futur, à la fois pour le prochain siècle et au-delà, en les perturbant avec, bien évidemment, dans ce cas-là, il faut une connaissance des différents forçages externes au système climatique, et donc ces modèles vont être utilisés en mode forcé, en particulier en introduisant les forçages volcaniques que l'on peut suivre dans les carottes de glace polaires en mesurant les teneurs en sulfate. On va pouvoir aussi utiliser des séries temporelles qui représentent le forçage lié aux fluctuations solaires, l'irradiance solaire totale en particulier, qui sont représentées ici en bleu. Les autres forçages, en particulier le gaz carbonique anthropique, qui intervient pour le dernier siècle, sont représentés ici, donc ils sont contenus dans cette courbe noire. Et ce qui est important aussi, c'est que tous ces forçages sont exprimés avec la même unité en watts par mètre carré, et donc c'est l'unité de base pour pouvoir les introduire dans la modélisation. Et les courbes qui sont représentées ici en bleu ou en rouge sont des simulations individuelles par différents modèles avec différents ingrédients pour les forçages, mais globalement, ce que l'on retrouve, c'est une relativement bonne compatibilité entre l'amplitude et les changements, entre les données et les modélisations. On voit en particulier l'optimum médiéval, le petit âge glaciaire, l'augmentation pour le dernier siècle. On voit aussi que certaines périodes sont caractérisées par des baisses de température relativement marquées, en particulier quand il y a concordance finalement entre des éruptions volcaniques majeures, stratosphériques, parce que c'est celles qu'on retrouve à la fois au Groenland et en Antarctique. On voit très clairement que lorsqu'il y a superposition de plusieurs éruptions majeures, donc ici on aurait le Tambora par exemple, avec un événement solaire, ici le minimum de Dalton, le minimum de Spörer, on a des changements de température qui sont plus marqués, que l'on retrouve à la fois dans les données et les modélisations. Donc au premier ordre, on a une compatibilité, on a une compréhension finalement physique des choses. Alors j'aime bien ce diagramme de 2007 parce qu'il contient finalement tous les ingrédients. L'équivalent en fait pour la compilation du dernier rapport du GIEC, et celle-ci vous montre finalement que le message est globalement le même. On n'a pas les forçages directement sur le même diagramme, mais on retrouve à la fois une comparaison entre les données compilées, qui ont été améliorées, il y a plus de données, c'est toujours le programme de compilation internationale, et on retrouve finalement les mêmes ingrédients sur plus de 1000 ans, avec l'optimum médiéval, le petit âge glaciaire, et des changements de température qui sont finalement assez faibles en amplitude, avec une concomitance claire entre certains événements qui sont relativement abrupts, qui correspondent finalement à une concentration de certains événements d'éruption volcanique. Alors pour l'instant, je vous ai parlé que de température. Il est évident que sur ces échelles de temps, on a eu aussi des changements importants du cycle de l'eau, mais les données, quand on essaye de les regarder, elles sont très régionales. En fait, les changements sont très... C'était effectivement attendu. Quand on essaye de faire une compilation à l'échelle mondiale des changements de précipitation, on ne trouve finalement rien de significatif. Il y a certaines zones, à un moment, on a cru, il y a eu beaucoup de papiers, beaucoup de littérature sur peut-être un changement systématique de la variabilité ENSO dans le Pacifique qui a des répercussions sur le cycle hydrologique à l'échelle de la planète. Donc on a cru à un moment qu'il y avait en particulier
une constance des événements La Niña plus froids pendant l'optimum médiéval, et donc l'inverse pendant le petit âge glaciaire. Ces choses-là ont été controversées pendant un certain temps, ont été débattues. Il y a d'autres données qui montrent exactement le contraire. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de message très clair justement sur cette variabilité ENSO. C'est un peu vrai aussi pour les simulations dans le futur. Il y a d'autres informations. Alors, il y a des informations qui sont indéniables, en particulier dans certaines zones de montagne. Les glaciers ont évolué pendant ces périodes de temps. En particulier dans les Alpes, on sait que les glaciers étaient plus étendus et plus volumineux pendant le petit âge glaciaire, mais faire une compilation quantifiée à l'échelle de la planète est encore assez difficile. On est obligé de se contenter en fait des estimations de niveau marin à l'échelle globale, qui sont aussi assez problématiques sur ces périodes de temps. Donc on n'a finalement pas accès à une quantification aussi élégante, on va dire, que ce qui est possible avec les changements de température. Un dernier papier, alors juste pour dire que la situation n'est pas totalement désespérée, il y a beaucoup de littérature en fait sur des mouvements liés au cycle de l'eau, en particulier des mouvements de la zone de précipitation maximale au niveau de l'équateur, donc en gros l'équateur météorologique, la zone de convergence intertropicale, et beaucoup de littérature montre en fait des changements pendant ce dernier millénaire. Ici, vous avez un papier assez récent qui, en faisant une compilation à l'échelle mondiale, propose en fait une variation systématique pendant ces périodes de temps, pendant en particulier le petit âge glaciaire, de cette zone de convergence intertropicale, essentiellement une migration en latitude. Donc là, il ne s'agit pas de flux de pluie, mais plutôt d'une variation à l'échelle mondiale. Il s'agirait d'une variation à l'échelle mondiale de la localisation de cette ITCZ en anglais, avec bien évidemment une conséquence en fait sur les pluies à l'échelle mondiale. Alors donc, il est intéressant d'aller plus loin dans le passé pour essayer de regarder des choses qui seraient peut-être plus nettes que le dernier millénaire, puisque les forçages sont apparemment pas suffisants pour vraiment imprimer leur marque à l'échelle mondiale. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été réalisés en paléoclimatologie sur la période Holocène, où l'on connaît relativement bien les forçages. Il n'y avait pas de calotte de glace sur le... il y avait des calottes de glace, mais les calottes de glace, en particulier au nord du Canada, la Laurentide n'existait plus. Donc il y avait effectivement une Terre qui, au point de vue climatique, était assez semblable à ce que l'on connaît actuellement. Mais sur cette période de temps, on a des reconstitutions en fait, des différents forçages climatiques, exprimés encore une fois en watts par mètre carré, que l'on peut introduire finalement dans les modélisations pour essayer de voir quelle est l'influence à la fois sur les températures, c'est une chose qui est relativement bien établie, et aussi sur les précipitations à l'échelle mondiale et régionale. Donc ici, une compilation, alors qui montre en fait les différents forçages qui bougent justement sur l'Holocène, sur cette période en gros de 11 500 ans, depuis une dizaine ou 11 kiloannées, pour faire simple, depuis la période actuelle jusqu'à la période ancienne. Alors ici, il s'agit d'années BP. Donc, contrairement aux années que j'ai montrées avant, ici, le zéro est ici. Et donc, le temps évolue ici de gauche à droite, en années avant le présent. Donc, ce que l'on voit, en fait, c'est qu'il y a toujours nos ingrédients de changement d'irradiance solaire que l'on reconstitue avec des isotopes que l'on mesure en particulier à Aix-en-Provence, le beryllium 10, le carbone 14 dans les anneaux d'arbre ou les glaces polaires. On a aussi le gaz carbonique qui est mesuré dans les bulles des glaces polaires, en particulier en Antarctique. On peut mesurer aussi dans ces mêmes glaces le sulfate qui permet de reconstituer la fréquence et l'intensité des différentes éruptions volcaniques stratosphériques qui affectent le climat à l'échelle globale, avec leurs aérosols. Et donc, mais sur cette échelle de temps, il y a en plus un effet beaucoup plus significatif que ceux au dernier millénaire, qui sont les lentes variations de la géométrie de l'orbite terrestre, en particulier à la précession des équinoxes. Donc on a une répartition en fonction des latitudes de l'ensoleillement, de l'insolation, qui varie dans le temps et en fonction des saisons et des latitudes, donc qui est représentée ici. Vous avez l'insolation à 15 degrés nord en juillet, l'insolation en janvier. Donc on a une périodicité de
de ce phénomène qui est de l'ordre de 21 000 ans. Et donc, on a une progression, une variation sur l'Holocène qui est tout à fait significative, en particulier avec une installation plus importante dans l'hémisphère nord au début de l'Holocène. Donc, les mêmes types de modèles ont été utilisés, notamment pour reconstituer une période à 6 000 ans où il y avait plus les mêmes glaciers que pendant la période glaciaire. Donc, on est sûr qu'à peu près de certaines conditions aux limites, on a des archives qui sont relativement bien datées, et donc il y a eu beaucoup de modélisations qui ont été réalisées pour cette période de 6 000 ans avant maintenant, et globalement, il est possible, en faisant des compilations de plusieurs modèles pour voir quels sont les événements qui sont effectivement robustes, de reconstituer à la fois des cartes de changement de température et des cartes de changement de précipitation. Donc ici, il s'agit de l'effort qui avait été réalisé dans le cadre de PMIP2, les autres itérations de ces mêmes efforts internationaux ont confirmé les grandes lignes, en particulier le fait qu'il y a un réchauffement dans l'hémisphère nord. Bon, c'est tout à fait compréhensible, et c'est lié à cette insolation qui augmente à cause de l'effet orbital. Mais en plus, on a des changements de précipitation qui sont très nets, en particulier une migration vers le nord de la zone de convergence intertropicale, dont la signature ici est une augmentation des pluies dans la zone sud du nord de l'Afrique. On a aussi une augmentation au niveau des zones de mousson. Donc il y a en fait aussi en parallèle toute une littérature depuis plus de 50 ans sur la découverte en fait, de sédiments dans les zones désertiques, en particulier en Afrique du Nord, qui montre en fait que le Sahara était plus vert dans certaines zones, et qu'il y avait même des lacs très importants. Certains sont conservés, d'autres ont disparu. Ici, il s'agit d'un paléolac, une photographie qui m'avait été passée par Françoise Gass, d'un paléolac très impressionnant. On retrouve des séries carbonatées et gypseuses en Algérie, dans le sud de l'Algérie. Donc encore une fois, il faudrait montrer une cartographie de tous ces dépôts pour montrer finalement une correspondance. Les modélisations sont plus ou moins compatibles. Alors, vont pas jusqu'à monter aussi en latitude que ce que l'on voit dans les données, ça reste un problème, mais globalement, on a au premier ordre une explication de ces changements de l'hygrométrie vus à travers justement ces paléolacs en Afrique. Alors, un autre type de données sur l'Holocène qui est important et vient des données paléoclimatiques établies avec les spéléothèmes, avec les stalagmites. Et ici, je vous représente juste un exemple. Il y en a de nombreux en fait, qui ont été reconstitués à la fois en Inde, en Chine et dans d'autres zones. Ici, il s'agit historiquement d'un des premiers avec une très bonne résolution temporelle avec les datations uranium-thorium qui sont représentées ici en fonction du temps. Ici, alors, le temps évolue de droite à gauche. Le temps présent est ici. C'est en années avant le présent. Ce qui est représenté en fait ici, c'est le delta O18 qui, pour les spéléothèmes, au premier ordre, est un indicateur en fait de l'intensité de la mousson pour cette zone-là. Donc on a finalement sur toute la période une lente diminution de la mousson asiatique avec des baisses transitoires relativement marquées, relativement brèves, de quelques siècles, qui sont... alors la tendance relativement longue, elle est vue pratiquement dans toutes les données de ces zones, et elle correspond bien finalement à ce que l'on attend de la précession et des changements de l'orbite terrestre, donc de l'insolation orbitale, mais ces périodes relativement sèches, eh bien, elles viennent en superposition. Alors il y a beaucoup de littérature sur des essais de corrélation et des modélisations, mais en particulier pour essayer de voir la corrélation avec les événements solaires ou les éruptions volcaniques intenses. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de compatibilité à la fois en amplitude et une explication pour chaque événement, à part peut-être pour le petit âge glaciaire à la fin. Mais il y a pour l'instant l'amplitude en fait, de ces changements et leur cartographie à l'échelle régionale est très difficile à modéliser. Donc pour l'instant, on en reste finalement avec cette vue qu'il y a à la fois des tendances relativement longues qui sont compréhensibles au travers justement de ces changements de l'insolation à long terme et des changements beaucoup plus abrupts qui sont importants dans le contexte en partie humain, comme nous allons le voir. Alors en particulier, je vais maintenant pointer quelques événements. En particulier, il y a eu un événement avec une mousson beaucoup plus faible vers 4000 ans avant le présent,
Et quand on essaye de cartographier, on voit en fait qu'il y a eu des événements. Alors encore une fois, les archives ne sont pas parfaites, les datations sont ce qu'elles sont, mais des collègues ont essayé de compiler toutes les informations qui ont été obtenues dans la littérature sur cet événement dit de 4.2. On ne lui a pas trouvé de nom particulier. L'événement de 4.2 kilo-années avant maintenant, qui a eu effectivement des répercussions notables en fait, sur le cycle de l'eau. Au point de vue thermique, il est relativement faible, mais par contre, au point de vue hydrologique, on voit qu'il y a quelque chose de systématique. On voit notamment que dans les latitudes faibles et en particulier dans toute la zone de mousson, il y avait plutôt un assèchement, ce sont les points rouges, alors que les zones situées un peu plus haut en latitude, à la fois nord et sud, seraient plus arrosées. C'est un peu le message de ces compilations. Et donc, on voit finalement des choses qui sont relativement systématiques, mais qui, pour l'instant, sont très difficiles à modéliser. Il y a une littérature sur le sujet, mais finalement peu de synthèse possible, parce que les différentes modélisations ne sont soit pas en accord avec l'amplitude ou la localisation, et pas forcément en accord entre elles. Alors ça ne veut pas dire que les changements climatiques, et en particulier ces changements climatiques et hydroclimatiques abrupts, ne sont pas importants pour, en particulier, les sociétés humaines. Et c'est un peu ce que je vais essayer de vous dire dans la fin de mon exposé, c'est que même si ces changements, quand on essaye de les compiler, ils sont relativement faibles et bref, quelques siècles, ils ont eu un impact relativement important sur les sociétés humaines. Alors ici, j'ai juste une vue comme ça avec quelques photos qui vous présentent les quelques sociétés. Enfin, c'est pas une photo, enfin c'est pas une compilation exhaustive, mais il y a toute une littérature sur chaque civilisation, sur chaque événement climatique qui a affecté certaines civilisations. Et donc on voit que dans la littérature à la fois archéologique et paléoclimatique, on a des évidences vraiment maintenant beaucoup plus claires sur le fait que ces changements abrupts ont vraiment affecté de façon très importante. Il y a une amplification finalement des événements climatiques ou hydroclimatiques dans les sociétés humaines elles-mêmes. Donc on pourrait parler, on a fait des cours sur le néolithique saharien, sur l'expansion et l'apogée de l'Égypte antique. Toute la condensation finalement des populations autour d'une île est très tributaire justement de cette diminution des pluies pendant l'Holocène. Dans la zone nord-africaine, on a des civilisations comme la civilisation de l'Indus, l'effondrement de l'empire d'Akkad, dont je vais reparler, les cités mayas, les dynasties chinoises, le royaume khmer d'Angkor, toutes ces grandes civilisations ont été perturbées, à la fois en bien et en mal, c'est-à-dire qu'il y a eu, dans certains cas, effondrement, à cause de changements hydrologiques qui ont affecté les sociétés elles-mêmes. Alors en particulier, donc, je vais donner quelques vues, mais on a fait tout un cours en fait, sur chaque sujet vers 4000 ans avant maintenant, donc ça correspond finalement à la fin de cet événement, enfin au début de cet événement à 4.2, on a des évidences maintenant très claires sur le fait que le grand empire, le premier grand empire mésopotamien, qui avait été fondé par Sargon, qui pratiquement allait de la Méditerranée jusqu'au golfe Persique, c'était le premier à avoir unifié toute la Mésopotamie, eh bien s'est effondré vers cette période. On retrouve en particulier des grands sites qui ont été abandonnés, donc on a des évidences en fait sur l'abandon. Il y a des murs en construction qui ont été totalement abandonnés, et une période d'assèchement très visible dans les sédiments, très caractéristique pour cet empire d'Akkad. Pratiquement à la même époque, de l'autre côté de la mer d'Arabie, il y avait une grande civilisation qui était à son apogée aussi, la civilisation de l'Indus, ou la civilisation arapéenne, qui était très tributaire aussi de l'eau. Donc ce sont des civilisations très hiérarchisées, avec des villes complexes, donc probablement une hiérarchie qu'on ne connaît pas. Ils avaient une écriture, mais elle est pour l'instant non déchiffrée. Et donc juste quelques vues qui montrent en fait l'implication et l'intérêt de l'eau dans le contexte de cette civilisation de l'Indus. Pratiquement dans chaque ville, il y avait des grands réservoirs qui servaient de bains, un grand réservoir, des pièces de bain avec évacuation d'eau pour ce néolithique tardif. Donc vraiment, ici, carrément, la ville était connectée avec un fleuve et à la mer aussi,
via tout un système de canaux, donc une importance en fait de l'eau. Et on a des évidences sur le fait qu'il y a eu donc effondrement de cette société relativement abrupt à cause justement d'un assèchement. Et ce qui est intéressant, c'est que les données archéologiques elles-mêmes donnent une signature climatique. Ici, il s'agit d'un travail assez récent qui s'est concentré, où les archéologues et paléoclimatologues se sont concentrés en fait sur les sites de la civilisation de l'Indus qui étaient répartis sur un affluent, un ancien affluent de l'Indus qui a disparu, qui était ce qu'on appelle le Gagarakra, qui est maintenant un fleuve endoréique qui n'a plus de connexion avec l'Indus. Donc il n'y a plus de connexion possible. Des grandes cités urbaines ne pouvaient plus avoir accès avec leurs bateaux à la mer d'Arabie pour faire du commerce, en particulier avec Akkad. Donc on a une répartition pendant la phase mature, la phase d'apogée de cette civilisation de l'Indus. On avait une répartition très importante de tous ces sites archéologiques, en particulier des centres urbains, autour de cet affluent de l'Indus, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc les diagrammes du bas en fait représentent les statistiques exprimées en hectares des centres urbains. Donc on voit très clairement en fonction du temps, ici c'est exprimé en années avant notre ère, donc 2000 BC c'est 4000 BP, donc ça correspond, cet effondrement correspond justement à cet événement à 4000 ans avant maintenant. Un assèchement qui a affecté les centres urbains. Donc il faut imaginer que la société complexe hiérarchisée s'est effondrée, mais les populations n'ont pas disparu. En fait, on a des évidences, les archéologues ont des évidences, avec des datations fiables sur cette période, que les populations ont en fait migré. Ici, ces deux histogrammes comparent d'une part les centres urbains et d'autre part les sites ruraux qui ont migré finalement vers la partie est, beaucoup plus arrosé. Donc on a des évidences en fait sur la cartographie des sites archéologiques qu'il y a eu un événement climatique et donc une population qui est devenue beaucoup plus rurale et une migration des peuples vers la zone des contreforts de l'Himalaya, est située un peu à l'est, parce que le Pakistan, puisque toute cette civilisation de l'Indus était effectivement correspond au Pakistan actuel, et était très tributaire d'une zone qui finalement est en marge de la zone de mousson asiatique. Donc on a vraiment une migration qui est très bien documentée dans les sites archéologiques. Alors un autre exemple célèbre, c'est le rôle prépondérant du climat dans l'effondrement de la civilisation maya. Alors la civilisation maya, elle était établie pendant des millénaires, en particulier au Mexique et au Guatemala. Donc ici, vous avez toute la péninsule du Yucatan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, elle était aussi très tributaire de la ressource en eau, avec une nappe phréatique qui est relativement profonde. Alors dans le Yucatan, elle est située à faible profondeur. Il n'y a pas de rivière. On trouve de l'eau dans les cénotes. Et cette nappe phréatique est située en grande profondeur pour la partie plus au sud. Et des mesures en fait récentes ont montré que par cartographie lidar aéroportée, en fait, que la démographie avait été très sous-estimée de cette civilisation maya. Donc, grâce à ces cartographies assez récentes, il y a possibilité en fait d'enlever carrément la forêt et de cartographier à très grande échelle, non seulement les grands sites, ici il s'agit du site de Tikal avec les différentes pyramides, mais on a pu mettre en évidence tout un réseau d'irrigation qui servait finalement à tout un peuple d'agriculteurs qui était localisé autour. Et donc la démographie a beaucoup augmenté, ces estimations ont beaucoup augmenté. Donc je vois que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Des données paléoclimatiques ont été obtenues aussi dans cette zone. Là, c'est juste un exemple qui montre justement une collaboration relativement fine entre des archéologues et des paléoclimatologues qui ont essayé de comparer à la fois un index de pluviosité, un index des pluies fondé encore une fois sur des stalagmites, sur des isotopes stables dans les stalagmites, en comparaison avec des données ici retranscrites sur un diagramme simplifié, archéologique, parce que les Mayas avaient à la fois un calendrier relativement précis et une écriture, les hiéroglyphes, et donc il est possible de compter et de faire des statistiques sur le nombre de mentions des guerres entre les cités-États et aussi le nombre de monuments datés qui s'est effondré avant la fin du premier millénaire. Donc on voit une correspondance entre ces différents événements et un assèchement progressif, une occurrence de plus en plus importante de périodes de sécheresse, une migration, quand on regarde un peu le détail,
c'est ce qu'on a fait dans le passé, un shift, une migration vers le nord, vers le Yucatan de la population, et on a finalement un événement terminal qui est beaucoup plus sec, qui a eu raison finalement même des sites comme Chichen Itza. Donc une corrélation. Alors encore une fois, il faut imaginer que la société en elle-même, elle est complexe, il y a une hiérarchie, il n'y a pas que le climat qui influe, mais le climat finalement a toujours été un élément qui a été souvent sous-estimé dans ses variabilités. Alors on pourrait faire la même chose, il y a une grande littérature sur le sujet, sur le fait qu'en Chine, toujours à partir de données chiffrées à partir des spéléothèmes, de nombreuses études qui montrent en fait une corrélation entre les baisses de la mousson, ici il s'agit d'un diagramme qui vaut pour la période historique, de 0 à 2000 ans avant maintenant, le présent est ici, avec une correspondance entre les baisses de la mousson. Encore une fois, on a une Chine, pendant ces périodes, qui était très tributaire de l'agriculture du riz, de la riziculture, donc de la mousson, in fine, et donc on a correspondance entre les baisses de la mousson, les statistiques de conflits et de guerres, et en particulier le remplacement des différentes dynasties chinoises. Et encore une fois, des choses qui peuvent être complexes, notamment le fait qu'un peu plus au nord-est, au nord-ouest, eh bien, le climat était plus arrosé pendant le petit âge glaciaire. Ici, il s'agit d'une photo qui montre en fait des fossiles de peupliers dans le désert du Taklamakan. Et à l'heure actuelle, il y a des écrits, en fait, des chercheurs qui pensent en fait qu'il y avait effectivement ce petit âge glaciaire, cette période plus arrosée, dans cette zone du Tarim, a eu un rôle justement dans l'expansion des Mongols de l'époque et de leur migration vers le sud et de leur conquête en fait de la Chine. Encore une fois, les Mongols étant conduits au départ par Gengis Khan, mais encore une fois, il y a eu tout un empire qui a ensuite fonctionné pendant quelques temps. Et finalement, il y a aussi un forçage de ces migrations par le climat. Un dernier exemple très rapide, un peu plus au sud, des évidences aussi que pendant le petit âge glaciaire, donc là c'est exactement le contraire, on avait plutôt un assèchement de toute la zone sud de l'Asie, avec des données à la fois des stalagmites, des anneaux d'arbres, d'autres informations encore, qui montrent en fait que pendant la période entre 1300 et 1450, donc on est en plein petit âge glaciaire en Europe, eh bien, il y a eu un assèchement. Tous les indicateurs le montrent, à la fois les données chiffrées sur les stalagmites, ici représentées en vert et en rouge, et des données obtenues à partir des anneaux d'arbres, reconstituant en fait un indice de sécheresse, l'index de Palmer. Et donc on a finalement une explication de cet effondrement de l'empire d'Angkor, qui était aussi très tributaire de la ressource en eau, comme les archéologues le savent bien. Donc à chaque fois, toutes ces études, il y a beaucoup d'études, toute une littérature nouvelle en fait, qui provient aussi d'une collaboration maintenant de plus en plus fine entre les archéologues et les paléoclimatologues, et un échange incessant, en essayant justement de ne pas simplifier à l'extrême. Encore une fois, il n'y a pas que le climat, mais le climat donne finalement un forçage important aussi sur nos sociétés. Et finalement, c'était là où je voulais en venir. Je vais vous donner ici quelques conclusions. Le fait que, quand on regarde justement cette influence sur les sociétés humaines, on a plutôt l'impression qu'il y a une amplification par les sociétés humaines de ces événements hydroclimatiques. Alors peut-être que notre société sera plus sage et arrivera justement à gérer les problèmes climatiques sans aller vers des problèmes de crise en eau, mais on n'en est absolument pas sûr, bien évidemment. Donc voilà, donc j'ai déjà trop parlé, donc essentiellement des changements du cycle de l'eau qui sont indéniables, mais qui présentent des contrastes beaucoup plus importants, avec même des signes qui varient en fonction des zones géographiques, des données paléoclimatiques qui sont intéressantes, mais encore une fois des indicateurs qui ne sont pas tous très précis, une compréhension au premier ordre de certains phénomènes, en particulier d'un assèchement sur l'Holocène, et des impacts sur les sociétés humaines qui sont finalement aggravés par des conséquences des changements hydroclimatiques
sur à la fois des troubles sociétaux, des invasions, des migrations, et aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi beaucoup d'évidence que certaines épidémies, localisées ici ou là, ont été au départ pilotées par justement des changements climatiques et hydroclimatiques. Voilà, je vous remercie de votre attention.